La bourse n'est pas faite seulement pour lever des fonds. Ça, c'est la doxa. Et ça, je l'ai assez mal supporté. Vous avez une grosse expertise dans les introductions en bourse. Vous avez accompagné 450 entreprises à s'introduire en bourse. J'ai dit, vous savez, la bourse est un magasin comme un autre. Si vous ne faites pas de temps en temps une promotion, ça ne marche pas. Quand un guerrier préside aux destinées d'une entreprise, c'est quand même mieux que quand j'ai rien contre les comptables. J'ai moi-même une formation comptable, donc je ne vais quand même pas les critiquer. En dépit des guerres, il n'y a pas de doute que le marché financier est quand même devenu incontournable. Qui eût cru que créé en 1540, la bourse revienne à ce point à la mode, finance les entreprises petites, moyennes et grandes. Si vraiment vous deviez retenir 3 leçons, ce seraient lesquelles ? Donc, merci d'être présent aujourd'hui, Merci Monsieur à vous. Berger. Vous avez une grosse expertise dans les introductions en bourse. Vous avez accompagné 450 entreprises à s'introduire en bourse. La dernière en date étant Stif. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire. L'introduction en bourse de Stif, comment ça s'est passé, les retours qu'on peut avoir, les leçons qu'on peut tirer, et aussi derrière, un petit peu plus d'économie macro avec l'horizon de ce qu'on va avoir, l'horizon des IPO en 2024. Est-ce que peut-être, pour commencer cet épisode, vous pourriez un petit peu vous réintroduire encore une fois, très succinctement. Non, mais bonjour, je rebondis sur la STIF, dont l'introduction en bourse a eu lieu le 20 décembre dernier. Nous sommes très fiers d'avoir conduit cette entreprise de Saint-Georges-sur-Loire, donc une entreprise de la France profonde, de province par conséquent en bourse. Et nous avons tenu bon alors que le climat des introductions en bourse depuis le printemps dernier était exécrable. Et vous avez même BNP Paribas avec Planisphère qui a reporté cette introduction en bourse alors que nous avons maintenu la nôtre. Mais il a fallu faire des efforts de prix pour le rendre plus attractif, aussi être plus sage au niveau de la levée. Là, il y a des leçons à tirer, vous l'avez dit tout à l'heure, on y reviendra sans doute, mais nous avons quand même à cette occasion réuni 15 millions d'euros de capitaux frais. On en a utilisé 10, on en avait prévu 12, mais le chef d'entreprise, dès lors qu'on révise le prix d'offre à la baisse, et nous l'avons révisé d'une manière drastique, comme quoi on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et donc, on a baissé le prix d'introduction en bourse de manière forte pour attirer donc les investisseurs qui sont venus, qui ont répondu présent, mais pas dans les mêmes conditions qu'il y a un an. Donc là, première leçon, valorisation beaucoup moins élevée qu'à l'époque, aussi augmentation de capital non plus surdimensionnée, mais raisonnable, puisque de toutes les façons, on vient en bourse pour une PME en tout cas, pour durer, et donc une augmentation de capital aujourd'hui et tout de suite de 10 millions, c'est parfait. Elle reviendra sans doute l'année prochaine pour 15 ou pour 20 millions. Voilà comment ça fonctionne pour une PME qui est une affaire, la bourse, de crédibilité croissante, je le dis toujours, ce qui n'est pas le cas des grands groupes comme Renault qui va venir avec Ampère, comme Sodexo vient avec son ticket restaurant, je ne trouve pas le terme exact, ou même le groupe Bolloré avec ses droits grosses filiales. Donc, je le redis, les grands groupes sont là depuis longtemps, peuvent lancer des augmentations de capital conséquentes, mais le matraquage au profit d'augmentations de capital surdimensionnées et donc au profit de PME, ça, je pense qu'il faut l'oublier, encore que la bourse, c'est ça son problème. Elle n'a pas de mémoire, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'histoire. Et donc, j'attends avec une certaine impatience les IPO et nous-mêmes, on en prépare pour l'année 2024. Et je préfère qu'on passe avant les grands groupes qui vont sans doute ramasser la mise, mais nous ne sommes pas dans la même logique. Dans ma tête, il y a deux bourses, la bourse des grands groupes et la bourse des PME. Et à l'intérieur des PME, il y a même les startups d'un côté, les entreprises plus traditionnelles. On pourrait même créer un second marché qui était à Lyon hier, aujourd'hui à Paris. On aurait ainsi 3 marchés, les grands groupes, après grosses avec les entreprises de technologie et en croissance, et puis l'entreprise familiale. Vous voyez, Stif est l'entreprise type
qui auraient pu rentrer à l'époque. Et nous sommes très fiers, encore une fois, d'avoir amené cette entreprise en bourse parce que c'est une entreprise familiale. Peu d'investisseurs y croyaient il y a 6 mois, il y a 1 an. Et donc, la bourse des PME n'est pas passée de mode. Elle concurrence ou l'inverse d'ailleurs, peu importe, le private equity, et c'est très bien comme ça. Le chef d'entreprise a la liquidité. À cette occasion, je crois qu'il a vendu un peu de capital à titre privé. La majorité de ce capital est allée à l'entreprise pour la développer, comme vous le savez, dans l'industrie pure et dure, jusqu'à présent, et maintenant aussi dans les énergies renouvelables, puisque Steve est spécialisé avec Vigilex, sa filiale, dans, comment dirais-je, elle contient, ce Vigilex contient des incendies, des explosions qu'on relève ou qu'on observe précisément dans les énergies renouvelables, les batteries électriques. Ok, bah, alors il y a beaucoup de points effectivement qu'on va peut-être un petit peu plus pousser. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le contexte même de 2023? Pourquoi est-ce qu'il y avait moins d'IPO? En quelques mots peut-être pour expliquer Oui, vraiment en l'enjeu qu'il y quelques avait. mots, premièrement, il faut se méfier un tout petit peu de la doxa qui, à travers le monde, a répandu le bruit selon lequel les introductions en bourse ne marchent plus. Là, encore une fois, on pense surtout le là est donné par la Chine en la matière ou par les États-Unis, et on pense aux grandes sociétés ou aux grandes start-up, et on oublie, je suis l'homme des PME, et donc on les a oubliés. Ce n'est pas parce que les gros s'arrêtent, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ne pas être en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, pour une PME, que le fait qu'on ait arrêté, même pour elle, les IPO pendant 9 mois n'est pas un bon signal. D'un côté, on dit que la bourse doit financer la croissance et de l'autre côté, elle ne finance plus rien. Donc il faut la fermer parce que les entreprises ont besoin d'argent tout le temps et surtout les entreprises moyennes qui veulent grandir. C'est ça un tout petit peu. C'est pour ça que je parle de la bourse des grands groupes et de la bourse des PME. C'est pas du tout la même chose. La bourse des managers et la bourse des propriétaires, c'est deux choses tout à fait différentes. Alors, on assimile, on mélange tout, les petits, les moyens et les gros. Et ça, je pense que c'est une erreur même de la place. Et au niveau de l'instruction des dossiers, qu'est-ce que dit le 109 Investir titre cette semaine que la bourse de Paris manque singulièrement de 109. En effet, nous avons un problème puisque nous avons présenté en tout et pour tout 7 PME en 2023 contre 24 en Italie. Alors, si le président d'Euronext vante d'un côté les charmes d'Amsterdam et l'attractivité de la place hollandaise dont je ne doute pas, et le dynamisme de Milan, ben, il y a manifestement un problème à Paris. Je répète, c'est pas parce que dans les grands groupes qui donnent le là, on s'arrête d'introduire qu'il faut arrêter les introductions en bourse des PME qui rentrent à un prix raisonnable avec une augmentation de capital qui ne l'est pas moins. Elles récolteront toujours plus comment dirais-je, avec une petite augmentation de capital que de crédit dans les banques. Ce qu'on a fait en 2022-21, c'est qu'on a versé, excusez-moi, c'est un peu trivial, l'huile trop vite et la mayonnaise a tourné. Quand vous pensez que sur 80 introductions en bourse au cours des 4 dernières années, vous avez sur 80, 60 qui ont enfoncé leur premier cours coté. C'est quand même pas bon du tout pour nos auditeurs, les investisseurs. Et sur les 60, la moitié ont baissé de plus de 50%. Je crois qu'il faut arrêter ces excès. Je crains qu'on ne les reproduise en 2024. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré nous placer maintenant et nous continuons à nous placer tout de suite pour pouvoir raisonner le chef d'entreprise parce qu'il écoute, il n'a pas le choix quand la bourse est moins bonne. Parce que quand la bourse est euphorique, les têtes chauffent, tout le monde exagère, les intermédiaires, les listing sponsors, c'est la vie. L'être humain est ainsi fait. Le chef d'entreprise est très optimiste, encore plus optimiste qu'il le disait il y a 5 minutes. Pareil pour les intermédiaires. C'est parfois aussi, je l'ai dit à ce micro, c'est une affaire de commission, de gros sous, mais il faut savoir patienter pour les PME. Mais je dis encore une fois,
Et de surcroît, il faut dire que la bourse n'est pas faite seulement pour lever des fonds. Ça, c'est la doxa. Et ça, je l'ai assez mal supporté. J'ai lu dans le journal que Paro, le groupe concessionnaire de MAN et de Iveco à Bordeaux, vient de céder le contrôle après s'être fait coter. C'est quand même formidable. Le titre se traîne, ou la valorisation s'est traînée au cours des 5 dernières années autour de 10 millions. Et voilà qu'il vend au premier cours coté en 2016 ou en 2017, c'est-à-dire 5 fois plus cher, 50 millions. Donc vous voyez que la bourse ne sert pas seulement à lever des capitaux, elle sert aussi de référence pour valoriser une entreprise et la vendre, pourquoi pas. Il y a des ventes, c'est toujours mieux qu'un retrait, parce que j'allais dire, Claude François disait, ça s'en va et ça revient. Il y a certes des retraits, il y a certes des ventes, mais nous n'avons pas encore, je le dis, on n'a pas assez de sang neuf. Je ne comprends pas comment l'Italie a pu enregistrer 24 entrées en bourse de PME. Manifestement, chez nous, je crois, et je le vois, les procédures sont trop lourdes et trop longues. Voilà ce que j'ai à dire pour les PME. En tout cas, on exige le même document de 250 pages pour une entreprise qui veut lever 3 millions que, j'exagère à peine, pour un groupe qui veut lever 3 milliards. Voilà. Ok, très bien. Donc en fait, il y a eu déjà cette mode qui était de dire, si je récapitule un petit peu, que les IPO ne fonctionnaient pas. Et ça, ce que vous dites, c'est qu'en fait, pour les grands groupes, c'est pas du tout la même chose que pour les petits groupes. Ah Les oui. groupes subissent en fait finalement un petit peu la doxa qui a été répandue, que les IPO fonctionnaient pas. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, Il ne faut pas dire, pardon, excusez-moi, il ne faut pas dire allez vous faire financer en bourse et la fermer, pour ainsi dire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas et que je ne supporte pas. Et le private equity fonctionne tout le temps. Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait d'introduire. Je vous ai dit tout à l'heure que pour Steve, on avait cassé le prix d'offre. On a aussi réduit l'augmentation de capital et Steve pourra revenir à la condition que la société tienne ses prévisions. Elles sont extrêmement favorables, notamment dans les énergies renouvelables. Mais promettre est une chose, tenir, c'est mieux. Et les startups n'ont pas tenu, ce que j'ai beaucoup regretté. Et vous savez que vous le savez sans doute, que je suis un ancien dirigeant d'une banque classique. Donc, ma culture, c'est la banque de crédit. Ma passion, c'est la bourse. Mais il y a quelque chose, des termes que je n'entends plus et que j'entendais dans la banque de crédit tout le temps. C'était financer des pertes avec une augmentation de capital sur le marché ou brûler du cash. Voilà ce que les startups ont fait. Je sais bien que la course est mondiale, je sais bien que le Nasdaq accélère encore et toujours, mais nous ne sommes ni le Nasdaq et encore moins les Américains. Donc il va sado, va piano, et donc à chaque jour suffit sa peine, et je n'ai pas de soucis, j'ai même des craintes de ce côté-là. Les levées de fonds ne viennent pas toutes de France et de l'épargne publique française, elles viennent aussi de l'étranger, et donc on peut quand même dire que notamment les anglo-saxons siphonnent le fonds de commerce de nos PME et un jour les rapatrions aux États-Unis, ce qui n'est quand même pas bon. Ce que nous avons fait à l'occasion toujours de Steve, puisque c'est la dernière en date, nous avons tenu cette, comment dirais-je, fait écho à ce vieil adage que je défends souvent, l'épargne de proximité qui s'investit dans les entreprises de la région. Pour Steve, tout est parti de la presse quotidienne régionale, excusez-moi pour la presse nationale et internationale que vous incarnez ici. Donc, les épargnants de proximité qui investissent dans des entreprises qu'elle connaît, dans des dirigeants qu'elle connaît, qu'elle peut suivre, j'allais dire, à la trace. Ça, c'est la vraie bourse, et toute l'information, nous l'avons fait monter d'abord en partant de la presse quotidienne régionale vers la presse nationale et aussi vers votre studio. Tout est bien qui finit bien. Mais écarter les petits, ça, ce n'est pas bien, ne serait-ce que parce qu'il en faut pour que le marché soit fluide par la suite. Et quand on nous promettait 400 000 € pour Steve le premier jour de souscription en provenance des particuliers, et qu'on en a récolté 2,6 millions, on est quand même très très content. On était seul sur le marché, c'est vrai, mais encore, il fallait réamorcer la pompe, et il faut rendre justice et hommage aux dirigeants qui ont donc accepté de baisser d'une manière drastique le prix d'offre, donc qui sont là pour durer. Voilà.
Justement, Ça, c'est le financement ouais. de l'industrie. En plus, c'est de l'industrie pure et dure, très encouragée par les pouvoirs publics. Et donc, on peut faire grandir nos PME grâce à cette épargne de proximité sur place sans qu'elle fasse appel d'entrée de jeu à des grands financiers qui viennent du monde entier. Et justement, oui, par rapport à Steve, est-ce que peut-être en vraiment quelques mots, vous pouvez expliquer ce que c'est Steve, ce qu'a fait en fait comme entreprise, son activité et ensuite, peut-être un petit peu plus de mots, comment vous l'avez accompagné, comment vous avez fait justement pour faire en sorte que dans un paysage où il y avait plus d'IPO, ce soit quand même une réussite. J'ai dit, vous savez, la bourse est un magasin comme un autre. Si vous ne faites pas de temps en temps une promotion, ça ne marche pas. Donc, vous voyez bien les pancartes, moins 40, moins 30%. Vous voyez, maintenant, au mois de janvier, c'est la période des soldes. Alors, j'ai pas peur de dire que, parce que ça n'enlève strictement rien à l'entreprise et à sa qualité, qui est très grande, mais nous n'avons pas honte de dire qu'on a un peu discounté cette introduction en bourse. Parce que, je le répète, les investisseurs ont perdu trop d'argent en bourse ces dernières années. Il faut maintenant travailler à leur donner des satisfactions. Je suis responsable et coupable, veiller à la sécurité de l'épargne publique. Et là, je m'égare à peine, mais je n'ai pas compris que l'autorité des marchés financiers ne nous ait pas alertés. Ça se fait à l'étranger. En 10 ans, par exemple, en 2021-2022, qu'on exagère, que la bourse est trop haute, etc. Ça fait partie de son rôle. Pas seulement de punir les délits d'initiés, manipulation de marché et autres, qu'est-ce que je peux dire encore, oui, manipulation de cours, abus de marché et délits d'initiés, bien entendu. C'est bien de les punir, c'est répréhensible, il n'y a rien à dire, mais aussi il faut mettre les épargnants en garde contre les excès de la bourse qui risquent de leur faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui était le cas en 2021 et 2022. Très intéressant. Donc, vous pensez que les IPO sont d'une manière générale surévalués et que l'AMF ne fait pas son rôle qui est de protéger les épargnants en émettant peut-être un signal d'alerte. Elle devrait incontestablement faire plus, puisque je vous dis, elle est là pour veiller à la sécurité de l'épargne publique. J'ai vu, enfin vous aussi, j'ai donné les statistiques tout à l'heure, toutes ces introductions en bourse surévaluées et les levées de fonds surdimensionnées ne devaient pas, si je suis président de l'autorité des marchés financiers, dans AMF, il y a quand même le mot autorité, j'aurais divisé, vous allez être choqués, les augmentations de capital par 2 ou par 3, pareil pour les valorisations du premier jour. Voilà, start-up ou pas. D'ailleurs, beaucoup de start-up sont aujourd'hui en difficulté quand certains dirigeants ne sont pas carrément partis avec l'argent. Tout ça, ça existe et il faut le dénoncer. J'ai pas peur. Peut-être, Steve, est-ce que vous pouvez définir ce que fait l'entreprise très rapidement pour que... Oh oui, ce soit plus c'est clair. une très belle petite perle, je le dis souvent. C'est une entreprise familiale comme je les aime. Vous avez d'un côté, c'est le fondateur, Manuel Burgos, qui est venu d'Afrique du Nord. Il n'avait rien. Écoutez bien, parce que c'est quand même une très belle histoire aussi. Vous me faites bien de me parler de Steve, vous en savez gré. Et donc, il arrive d'Afrique du Nord. Et il n'a rien, il n'a pas d'argent, il devient salarié, mais à 23 ans, il dirige déjà 300 ouvriers dans une entreprise qui marche bien. Mais voilà que les fils arrivent pour prendre la suite. Il n'y croit pas à ses fils et quitte l'entreprise et il fonde donc la STIF, société de tôlerie française. Enfin, je ne connais pas tout à fait la dénomination sociale, ce qui est une faute professionnelle d'ailleurs. Et puis, il a un client qui ne peut pas le payer et il va le voir et il dit écoutez, monsieur Burgos, père, je n'ai pas d'argent à vous donner, sinon je vous aurais payé. Par contre, je vous donne un brevet. Et il lui a donné le brevet de Steve qui fabrique et des godets pour l'industrie alimentaire, pour les minoteries, pour comment on peut dire, qu'est-ce qu'il y a encore qui fait du sable, les cimenteries, pour les cimenteries, etc., qui broient du caillou. Et donc, il a créé cette Steve et ce brevet a fait sa fortune.
Alors maintenant, il a 75 ou 76 ans, il avait 100% du capital, voilà que le fils arrive, il a 50 ans, le fils, et le fils est déjà majoritaire. Et donc le père a eu la lucidité, déjà il y a 20 ans, de passer la main à son fils, donc il y en a 50, et qui contrôle 75% du capital, moins l'augmentation de capital qu'on vient de réaliser sur le marché, bien sûr, et le père a dû conserver 20%, la sœur du président a aussi 8 ou 10%, donc c'est vraiment un cas d'école d'une entreprise familiale qui marche avec un site industriel de toute beauté. Je vous invite à aller le voir parce que vraiment, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien tenu. Je suis très fier d'avoir. Moi, je crois beaucoup à l'industrie. Seule l'industrie crée des richesses. Ça va choquer beaucoup de gens, mais je le pense quand même vraiment. Et j'ai toujours rêvé d'être industriel. Alors, j'ai certainement une déformation intellectuelle, au moins sur ce plan précis. Après, ils se sont lancés très vite dans l'export. Ça, c'est quand même le secret de Steve. Vous vous rendez compte, donc 80% part à l'export et donc dans 70 pays. Et là, j'ai été très impressionné et aussi beaucoup par le président actuel, qui est donc le fils du père, qui s'appelle Louis-José Burgos, qui est aux commandes tous les jours et qui est en permanence à l'étranger. Et ça, j'aime bien, qui fait la tournée des popotes, si j'ose dire, pour que ça fonctionne, ça marche, ça se passe ailleurs pour lui, et non pas à Saint-Georges-sur-Loire, où on fabrique, par conséquent. Et donc, il est toujours prêt à enregistrer une commande, et donc il est rassurant parce qu'il est sur le marché. Et donc, on ne lui raconte pas d'histoire, à 3000 ou 4000 kilomètres, ses représentants là-bas, il va sur place, il voit des clients, c'est pour ça que ça marche. Comme dit Tony Blair, ce qui compte, c'est ce qui marche. Ok, très bien. Et là, parce qu'effectivement, le rapport dont vous parliez tout à l'heure, je l'ai lu en fait, hein, le fameux gros rapport qu'ils doivent produire. Là, il y a aussi une évolution par rapport aux énergies renouvelables. Oui. Que c'est un peu la force dont vous voulez parler pour Steve. Je sais pas. Ça, c'est le futur immédiat. Voilà. Donc, il fabrique déjà pour Tesla, pour Samsung, pour la Saft, qui est une filiale de Total. Donc, une très belle clientèle à travers le monde. Et c'est sûr que j'attends. Il a pris quelques jours de repos. Vous savez, après une introduction en bourse à une épopée comme celle qu'on vient de vivre, qui a duré 9 mois, je comprends le président qui sont un tout petit peu fatigués, et même s'il a quand même de quoi. Là aussi, je ne comprends pas. On réduit l'augmentation de capital de 12 millions à 10. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'entreprise? Je ne comprends pas qu'une boîte ait besoin, le 1er janvier, là, qui vient de passer de 40 ou de 50 millions, elle peut commencer par 10, par 15, et puis revenir en automne, etc. Donc, il y a eu trop de hold-up. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Dans le temps, les anciens disaient « prends l'oseille et tire-toi ». Ça, je crois qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai quand même des cas précis, je ne vais pas les citer à l'antenne, mais qui ont baissé de 80-90%. Ça, ce sont des morts-nés. Alors, si on vient en bourse pour aller vers une telle aventure, j'ai moi-même introduit, ma première introduction en bourse était un échec. Et donc, puisque j'ai surévalué, j'ai tiré des leçons de mes propres erreurs. Et donc, parce qu'aussi, c'est difficile de résister à un chef d'entreprise quand il en demande beaucoup. Avec l'âge, bien entendu, il vous écoute plus. Et quand vous avez une expérience et un palmarès, ce qui est effectivement mon cas, il a tendance à vous suivre, même s'il faut insister pour lui faire baisser le prix. C'est un problème de fierté. Mon voisin vaut tant, alors que moi, donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme le plus beau bateau. Vous savez, le plus beau bateau, c'est celui du voisin, plus 1 mètre. Voilà. Et là, c'est à peu près la même chose. Donc, il faut ramener le calme dans la maison. Ce qui est plus difficile, c'est donc d'amener le calme au niveau de l'épargne publique. Et vraiment, je voudrais dire aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux, de quand même regarder les dossiers à fond. Je sais que la bourse achète du rêve et vend des fêtes, mais trop de rêves se brisent et se sont brisés. Et à un moment donné, la bourse n'a pas changé depuis, je crois que la première bourse en France a été créée à Lyon en 1540. Tôt ou tard, notre nature reprend le dessus et ce que nous avons adoré hier, nous le brûlons le lendemain. Ça, c'est vraiment la bourse.
Et donc, restez calme. Si vous ne pouvez pas avoir les titres le premier jour, vous attendez. Et la preuve, il y en a beaucoup qui ont baissé depuis leur entrée en bourse, je l'ai souligné tout à l'heure. Profitez-en. Mais l'argent brûle le doigt des gens. C'est ça un peu le problème. Alors, il y aura toujours des occasions. La preuve, j'y travaille tous les jours pour amener du sang neuf et donc pas à vil prix, mais à des prix accessibles et pas surévalués parce que il faut absolument que si nous voulons grossir et le nombre d'entreprises qui entrent en bourse pour se faire financer par le marché plutôt que par le crédit ou parallèlement au crédit ou au private equity, nous avons également besoin de renouveler tout le tissu boursier, c'est-à-dire les épargnants qui vieillissent. Et Dieu merci, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, mais nous ne sommes pas au Nasdaq, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France, nous avons de très belles choses à vendre et c'est à ça que je les invite à participer. Ok, très bien. Et justement, vous avez parlé de la valorisation de Stif. Vous avez baissé justement le prix. Est-ce que, comment vous voyez les prochaines années? Vous voyez une forte croissance des cours de bourse? Vous voyez une stagnation? Comment vous voyez ça? Vous parlez de Stif? Stif, ouais. Ouais, j'étais un peu audacieux, mais pourquoi pas? Je sors de la banque, donc dans la banque c'est la prudence et l'audace, et en bourse c'est l'inverse, c'est l'audace d'abord et la prudence ensuite. Donc je vais me laisser aller puisque vous me poussez. Je pense que quand je regarde des perspectives, à la condition qu'elles soient tenues pour Stif, le cours peut doubler en 2023 et tripler en 2024. Voilà, si je m'en fie, pardon. Je m'en fiche pas, je me fie aux chiffres qui me sont fournis. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, à chaque jour suffit sa peine. Le chef d'entreprise fait ce qu'il peut. C'est pas un automate. Les équipes aussi font ce qu'elles peuvent, mais c'est une très belle entreprise. Il n'y a pas de départ dans cette entreprise de Stif. Il n'y a pas de turnover très fort. Les gens sont du pays, sont fiers d'y être. Les ingénieurs viennent même d'ailleurs et sont excellents. Et les produits sont très beaux. Et le site, enfin vraiment, c'est au niveau, regardez, l'entreprise, elle conjugue, pour ainsi dire, toutes les qualités, export, innovation, industrie, le président qui a 50 ans, la fleur de l'âge, le patriarche qui est toujours là, mais qui voit ça d'un peu plus loin, mais qui a de très bons conseils pour le fils, sans ingérer. Ok, très bien. Et comment vous voyez alors l'année prochaine, 2024, enfin cette année, comment vous la voyez Oui, enfin nous avons, naturellement ça nous fait du bien d'avoir réussi cette entrée en bourse, et donc, dont on jugera du succès, je l'ai dit, dans 1 ou dans 2 ans. Nous sommes cohérents avec ce que nous avons dit tous les deux jusqu'à cet instant précis. Et effectivement, beaucoup d'opérations sont annoncées, je les ai citées tout à l'heure, et des grosses opérations comme ça. Il y a même Pathé Cinéma avec Jérôme Sédou qui viendra aussi au cours de l'année 2024. Je crains, ça vous l'avez compris, qu'on fasse les mêmes excès parce que la bourse ne tire pas de leçons, des claques, et c'est quand même pour ça que j'essaye d'alerter et de demander même à l'autorité des marchés financiers de s'en mêler un tout petit peu plus de ces prix exagérés et de ces augmentations de capital surdimensionnées. Mais la bourse est quand même assez paradoxale. D'un côté, vous avez le CAC 40 qui est à 7500 et de l'autre côté, vous avez des startups surtout qui ont enfoncé 2-3 fois leur premier cours coté. J'ai jamais vu ça. Donc là aussi, il y a vraiment 2 bourses. Il faut faire très attention. Et maintenant, peut-être que ces startups qui sont au plus bas sont à acheter, comme Stif est à acheter. D'entrée de jeu, nous avons fait un prix bas, mais d'autres sont revenus à la raison et les intermédiaires avec. Donc, je pense que nous aurons une belle année quand même, puisque le CAC 40 tire, le luxe tire aussi, même s'il a baissé un tout petit peu. Bref, on n'a jamais vu une aussi belle bourse. Et donc, comme on vient de montrer l'exemple, nous avons, nous caressons le rêve. Et chez nous, c'est le cas, c'est plus un rêve, c'est une réalité, de faire entrer d'autres PME, par exemple Imeon, qui est dans les, comment on appelle ça, les réguleurs en énergie et qui intègre l'intelligence artificielle à Brest. L'entreprise est gagnante, comme celle que je vais citer maintenant. Elles sont toutes bénéficiaires en 2024, ça c'est important.
Et donc, on ne vend plus du vent, on vend des résultats. Donc, vous avez Imeon à Brest, avec Christophe Goasguen, qui est un ancien de Thales, qui a de très belles références, qui est très compétent et très simple de surcroît. Donc, il est dans les tuyaux. Va lui suivre le groupe Morlot, totalement intégré dans la construction en bois. Là, nous avons une belle référence, mine de rien, les constructeurs du bois à Épinal, que j'ai fait rentrer sur Access, qui aujourd'hui est coté sur Access+, vient de boucler une augmentation de capital, ça c'est à Épinal, mais le groupe Morlot, c'est à Contrexéville, donc les constructeurs du bois, c'est déjà fait, augmentation de capital bouclée. Le titre a été multiplié par 3 depuis son introduction en bourse, c'est quand même assez rare. On a commencé par Access et il continue sur Access Plus ou Euronext Gross. À côté donc d'Épinal et les constructeurs du bois, nous avons recensé donc, le groupe Morlot, qui vient de construire, entre autres, la piscine olympique, je crois que c'est à Nanterre, en bois, puisque tout est bois. Son slogan est de la forêt au chantier. Et bénéficiaire aussi, en forte croissance interne-externe, avec un président qui sort d'un grand groupe qui a 40 ans à peine et qui en veut, qui a le couteau entre les dents. Ça, c'est rassurant. Quand un guerrier préside aux destinées d'une entreprise, c'est quand même mieux que quand j'ai rien contre les comptables. J'ai moi-même une formation comptable, donc je ne vais quand même pas les critiquer, surtout pas les experts comptables, parce que j'en ai besoin pour les introductions en bourse. Donc, le groupe Morlot à Contrexéville, je répète, Laurent Morlot, c'est le nom du président, qui a fédéré un certain nombre d'entreprises très pointues dans la construction de complexes sportifs brillants et compliqués. Après, nous avons promis, c'est un promoteur de digitaliser au service du foncier à Lyon, mais aussi au-delà, et qui surtout a comme figure de proue Sébastien Chabal, que tout le monde connaît, le rugbyman que je vois de temps à autre, et qui nous aide à tirer cette maison. Aussi, reste... Il vous aide à tirer cette maison comment? Pardon? Il vous aide à tirer cette maison comment? C'est l'effigie, c'est ça? C'est L'effigie de... Non, pas du Ah, tout. bah, Non, je l'ai découvert en cours de route. Non. Les dirigeants sont venus me voir et vice-versa. J'y suis allé 7 fois à Lyon. Et il y en a une autre à Lyon, Restauralité. Ça, c'est qui veille à la sécurité de l'hygiène alimentaire. Un marché formidable qui intègre la réalité virtuelle, qui forme, c'est très important, des apprentis et des cuisiniers, les grands cuisiniers de demain. J'ai d'ailleurs réussi, excusez-moi, de parler à la première personne, mais de mobiliser à cet effet et d'emmener avec nous dans Resto Reality un 3 étoiles Michelin et aussi en même temps Bocuse d'Or, c'est quand même la plus haute récompense à travers le monde. Ça, c'est David Tissot, un Lyonnais, et puis aussi Johan Chapuis, qui est un étoilé à Tournu, à côté de Mâcon, le pays de Antoine Griezmann. Voilà, donc il y a du pain sur la planche, j'espère que je n'en ai pas oublié, sans je vais me le faire reprocher. Mais on est bien parti en 2024, au début de l'année, on en a déjà 4 dans le pipe, et j'espère bien en rajouter 2 en cours d'année. Donc 2023 était plutôt, on a bien terminé l'année sur les chapeaux de roue, mais là je crois qu'on est bien lancé, et donc la bourse devrait tenir à ses environs, parce que en dépit des guerres, en Ukraine et puis aussi au Moyen-Orient, il n'y a pas de doute que le marché financier est quand même devenu incontournable. Qui eût cru que créée en 1540, la bourse revienne à ce point à la mode, finance les entreprises petites, moyennes et grandes. La bourse est redevenue l'instrument financier pour le financement le plus moderne. Qui l'eût cru? Pas moi, en tout cas. Donc c'est une belle revanche à mon âge. Ok, bon, c'est incroyable. Donc vous êtes plutôt optimiste. J'ai une question, moi, c'est pour les investisseurs particuliers. Oui. Vous avez parlé de toutes les IPO, enfin de la majorité des IPO qui étaient surévaluées au moment de l'introduction, justement. Qu'est-ce que vous leur diriez, justement, pour faire attention et être vigilant et bien analyser les entreprises qui s'introduisent? Oui, je crois que ce que je n'aime pas beaucoup, et on n'est pas là pour ça, c'est le matraquage
j'allais dire, publicitaire la veille de l'entrée en bourse. Je préfère vous parler aujourd'hui de la STIF avec le recul. On a déjà montré ce que l'entreprise pouvait donner, faire, et puis ses intermédiaires aussi. Donc, si c'est le moment d'y investir, si on y croit, en tout cas. Je crois que trop de pardon, excusez-moi, tue la com. Et donc, un grand groupe, je l'ai déjà dit, doit mettre le paquet sur une opération importante de plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards. Donc, elle doit convaincre les investisseurs du monde entier, pour ainsi dire. Nous, c'est pas en petit comité, mais c'est quand même différent. Et le fait de matraquer de trop la veille fait exploser la valorisation le premier jour et l'augmentation de capital. Avec ça, ce n'est pas bon. Et donc, vraiment, pour une introduction en bourse, pour une IPO d'une PME comme celle dont je m'occupe tout le temps, le bas de cycle, et nous sommes en bas de cycle, la période est idéale. C'est pour ça que nous allons mettre le paquet sur les 4 que j'ai cités et d'autres qui viendront peut-être, je l'espère, se joindre à elles au cours de l'année 2024. Donc, quand les têtes sont chaudes, tout est facile, mais je peux vous dire que pour la STIF, je n'ai pas avalé des tranquillisants, mais ça chauffait quand même pas mal dans le mauvais sens quelques semaines avant. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on doit tenir? Je vous fais une confidence. Je n'ai jamais reporté une introduction en bourse et je ne le ferai jamais. Et je baisse les prix s'il y a lieu. La dimension de l'augmentation de capital aussi. Mais si vous reportez une introduction en bourse comme Planisphère, par exemple, pour revenir, c'est très compliqué parce que d'un côté, vous avez demandé un prix de 100 et après, vous savez bien que vous allez être obligé de diminuer le prix. Donc, j'ai voulu vous attraper à 100 et maintenant, je vous vends la même chose à 50. Ça ne produit pas un bon effet. La bourse n'aime pas les plats réchauffés. Ok. Et du coup, le particulier, il doit regarder quoi? Plutôt la valorisation de l'entreprise au moment de... Non, mais je vais vous dire ce qu'il doit regarder, ce que je regarde moi aussi. Le bilan est une chose, ce sont les hommes qui, je l'ai dit à l'Élysée un jour, ce sont les hommes qui font les bilans et pas l'inverse. Donc, attends, là, on est sur un sujet très sensible et je ne sais pas comment, mais grâce à vous, grâce à d'autres, les épargnants écoutent ce que le chef d'entreprise dit à votre micro ou dans un journal. Dans une PME, monsieur, il n'y a que les hommes qui comptent. Et donc, je fais très attention. Naturellement, quand je me trompe pas sur le dossier, je copie le précédent pour être tout à fait franc. Mais quand il s'agit de PME, vraiment, le dirigeant d'entreprise est fondamental. C'est des entreprises à taille humaine. Dans le grand groupe, les grands groupes, les présidents changent. Ils sont d'ailleurs pas actionnaires ou si peu, même s'ils ont un bon paquet de stock options. Mais quand vous avez la famille Burgos chez Stif, elle détient 70 ou 80% du capital aujourd'hui encore. Donc, elle veille à son propre argent, si j'ose dire. Et là, si les jeunes peuvent aller les voir, peuvent leur rendre visite, peuvent lire des reportages, il y en a plein dans les journaux pour qu'ils puissent se faire une opinion sur la qualité de l'équipe dirigeante, ça c'est véritablement la clé du succès. Ok. Et justement, par exemple, si un jeune, ou peu importe, un investisseur veut aller voir le dirigeant, Pas de problème. comment il fait? Il n'y a aucun problème, il décroche son téléphone et le chef d'entreprise est forcément honoré s'il est un peu futé. Et donc, Monsieur le Président, je voudrais investir chez vous. Est-ce que vous accepteriez de me recevoir pour faire visiter vos installations ou pour une rencontre, etc. Alors, ou il peut me téléphoner à moi. C'est pas, je l'organise, cette réunion. Je suis trop content de l'organiser et de l'intérêt que des jeunes, par exemple, portent aux jeunes ou moins jeunes entrepreneurs. Mais ne confondons pas entrepreneur et manager, c'est pas la même chose. Je répète, les gens n'aiment pas trop que je le dise, mais c'est pourtant vrai. Un propriétaire, un entrepreneur joue avec son propre argent. Donc, s'il protège les épargnants, il se protège lui-même, parce que c'est lui qui conserve le plus gros paquet du capital. Ok, très bien. Concernant, pour revenir à la dernière IPO que vous avez faite, donc celle de Stif,
Si vraiment, et je pense qu'on terminera là-dessus, si vraiment vous deviez retenir 2 leçons, ce serait, ou 3 leçons, ce seraient lesquelles? Premièrement, il faut aller vite. Il ne faut jamais laisser d'espace entre. On n'a pas laissé d'ailleurs ou peu d'espace entre une grande idée et l'action. Donc ne pas trembler. Quand on croit en la qualité des dirigeants, ce qui était mon cas, et pour ainsi dire, je me trompe aussi, mais où les chefs d'entreprise me trompent sans vouloir me tromper, il faut dire c'est la vie. Mais donc encore une fois, la vitesse est un secret, et peut-être le plus grand secret est quand même l'enthousiasme conjugué entre le chef d'entreprise et celui qui vous parle. Ok, bon bah très bien. Merci à vous. Merci beaucoup vraiment pour toute cette expertise. Et écoutez, je pense que n'importe qui peut vous envoyer un message sur LinkedIn. Ouais, bien entendu, oui. Et puis chez vous, je reviendrai avec plaisir, parce que rien ne sert d'avoir une passion si elle n'est pas partagée par le plus grand nombre. Et donc, ce que nous essayons, je m'occupe des entreprises pour les amener en bourse, mais vous vous occupez d'attirer des investisseurs petits et grands, et ça, c'est très noble. Et là, je vous salue, on a vraiment besoin de vous. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre message.